Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24, diffusé tous les jeudis à midi. Ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est l'heure légale au Maroc. Retour au GMT+1 après la parenthèse ramadanesque. Et cela fait 8 ans que ça dure, chaque année depuis 2018. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette mesure. Depuis le 22 mars dernier, une pétition citoyenne appelant à la suppression de cette heure légale a dépassé les 250 000 signatures. Fatigue, troubles du sommeil, difficultés pour les enfants, sentiment de décalage avec le rythme naturel, les critiques sont connues de tous. Mais au-delà de ces arguments, est-ce vraiment un simple débat sur l'heure légale et ses conséquences, ou le symptôme peut-être d'un malaise beaucoup plus profond, car derrière la contestation, il y a aussi une interrogation sur la relation entre les citoyens et l'État, un sentiment parfois de ne pas être entendu. Alors faut-il revoir ce choix? Est-il justifié, pertinent? Et quels sont ses effets réels sur la santé et le quotidien des Marocains? On en parle aujourd'hui, c'est le sujet à la une. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir sur le plateau du 12-13 de Média 24 Nabil Hafad à ma droite, CEO du groupe Archipel. Nabil, bonjour. Bonjour avec Mahana dans le 12-13. Merci beaucoup. Et à ma gauche, c'est Mohamed Hachem Tiel, docteur Hachem Tiel, psychiatre et psychanalyste à Casablanca. Bonjour et bienvenue dans le 12-13 de Média 24. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ce débat, on va commencer par de la data et des données. Et sur ce point, le groupe Archipel a réalisé une étude sur cette question de l'heure légale au Maroc. C'est une analyse, en fait, de plus de 14 000 commentaires de citoyens marocains sur les différents réseaux sociaux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est Nabil Hafad, c'est d'abord quelle est la méthodologie de cette étude et quels en sont les résultats pertinents à en retenir? Très bien. Alors, ce qu'on a fait s'appelle un peu dans le jargon une analyse conversationnelle. C'est de pouvoir tendre l'oreille et écouter de manière assez passive ce que les citoyens et les consommateurs peuvent dire sur un sujet. Dans le cas du sujet GMT+1, c'est d'aller chercher des endroits dans les médias sociaux où les gens sont venus spontanément s'exprimer pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà ce que j'en pense, je suis à l'aise avec, j'en ai ras-le-bol, ainsi de suite. La méthodologie est très simple, c'est trouver ces conversations-là, les récupérer, les nettoyer bien évidemment, et ensuite faire une synthèse la plus fidèle possible de la voix ou du consommateur ou du citoyen, en l'occurrence dans ce cas-là, oui, pour ensuite dégager un peu des tendances, des insights et quelques idées clés qui peuvent sortir de cette analyse. C'est un peu pour l'aspect méthodologique. Oui. Ce qui en ressort, plusieurs idées, bien évidemment, c'est que les gens ont beaucoup parlé du vécu réel pendant ces 8 années. C'est-à-dire que le sujet du GMT+1 n'est pas juste un sujet, j'ai envie de dire, fantasmé ou une opinion, mais c'est un retour d'expérience. C'est du vécu. C'est du vécu. Avec un certain nombre de symptômes explicités par les citoyens qui sont liés au décalage un peu temporel, à l'effet sur les enfants, des effets sur l'humeur, des syndromes d'irritation un peu plus marqués qu'en période, le repos qu'ils vivent pendant la période normale et un peu la friction qui arrive tout de suite quand on change d'horaire. Donc c'est d'abord du vécu. Ça, c'est le premier sujet. Donc on le vit dans le corps. On le sent. Ça fait 8 ans que ça dure. Le deuxième gros sujet qui ressort, c'est un peu la surdité de l'État par rapport à la demande de changement. Sachant que cela fait 8 cycles, qu'à chaque passage, les citoyens réclament le maintien de GMT, font des pétitions, râlent, interpellent des autorités, des ministres, ainsi de suite, nommément, mais que sans que cela, à la limite, donne lieu ni à débat, ni à discussion, ni à changement. Ça, c'est un deuxième sujet très fort qui est revenu. Et donc l'émotion qui est générée par c'est un mélange entre ce manque de considération de l'État, voilà, on va dire. Je vais vous le dire un petit peu, je vais le dire un peu en arabe, parce que quand on sent qu'il y a vous faites pas attention, vous êtes là, vous pouvez parler. Cause toujours tu m'intéresses. Derrière, ça génère un sentiment de frustration très particulier qui mélange entre de la colère, une forme de cynisme, et puis une forme peut-être même d'éloignement. En gros, parce que le troisième sujet qui est venu, ce sont des invocations divines. C'est quand on a le sentiment qu'on ne peut pas agir sur les choses, on s'en remet à Dieu, on commence à demander à Allah. En gros, vous voyez, donc si vous voulez prenez ces 3 combinaisons, ce sont 3 grosses saillances qui ressortent. Et la deuxième qui est dans le rapport par rapport à l'État est à mon avis très importante à considérer parce qu'elle vient aussi dans un contexte chargé, elle vient dans un contexte préélectoral, et elle vient s'accumuler à d'autres choses. Et c'est un signal à mon avis qu'il faut cette fois-ci avec beaucoup plus d'intérêt et d'importance. Alors dans les éléments que vous avez détaillés, il y a
cette première réaction qui est majoritaire, on va dire, c'est celle du corps victime de cette mesure de l'heure légale. Et là, je me tourne vers le professionnel de santé que vous êtes, CH Metiel. Est-ce que le passage au GMT+1 depuis 2018, scientifiquement, a réellement un impact sur et le corps et l'esprit? Oui. Oui, parce qu'il faut considérer que quand ce n'est pas rien en ce sens que il y a une modification en modifiant cette heure, il y a une modification de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a ce qu'on appelle une science qui s'appelle la chronobiologie qui connaît très bien ça. Tout ça est parfaitement documenté. Ce n'est pas tombé du ciel. On sait très bien que notre organisme est un organisme qui fonctionne presque à la perfection et il fonctionne avec des règles qui sont dictées en la matière, en particulier par une sorte d'horloge interne. Cette horloge interne, elle est essentielle et c'est elle qui fait fonctionner de manière synchrone tout l'organisme. Il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre parce que c'est quelque chose d'absolument, à la limite, magique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une rétine, c'est notre œil, qui perçoit la lumière et cette lumière, elle va dans le cerveau au niveau d'une zone particulière qui est dédiée à ça, et au niveau de cette zone, il y a une perception, une interprétation de cette lumière pour dire attention c'est le jour ou attention c'est la nuit, et elle va elle-même, cette région, faire fabriquer au niveau justement du cerveau, au niveau hypothalamique, de la mélatonine, et cette mélatonine, elle va envoyer des messages, c'est le moment de se réveiller ou c'est le moment de s'endormir, emportant avec elle tout le reste, emportant avec elle les hormones, par exemple le cortisol, il va à certains moments de la journée être libéré pour avoir une vigilance, pour avoir un stimulus à l'intérieur, pour pouvoir faire face aux impératifs de la vie diurne et non nocturne, et le reste va avec, et il reste le foie, le cœur, tout ça va suivre le rythme. C'est absolument fabuleux. Si on mange à 8h, à 7h du matin, ce n'est pas comme si on mange à 6h du matin. Et quand on est habitué à manger à 7h du matin et qu'on mange à 6h du matin, on dérègle une autre horloge, c'est celle de notre système gastrique, et on va dérégler. Et le corps ne peut pas, le corps et l'esprit ne peuvent pas s'adapter à ce dérèglement. Et ensuite le cœur aussi, il y a une baisse de la tension à un certain moment de la journée, une augmentation de la tension à un certain moment de la journée, le rythme cardiaque aussi. Alors, quand on est confronté à un changement brutal, le corps, il va y avoir un signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Notre corps, notre horloge interne, notre chronobiologie interne va être elle-même, va percevoir quelque chose d'anormal, et nous sommes là aussi extraordinaires, nous nous adaptons. L'être humain s'adapte aux situations complexes comme celle-là, et il va faire avec, mais ça a un prix, ça. Faire avec, ça veut dire se confronter à quelque chose qui ne doit pas trop nous altérer, qui ne doit pas trop nous poser problème, et ça vous prend de l'énergie, ça vous épuise à force de rester fonctionnel malgré tout, à force de se réveiller en certains horaires et d'aller à l'encontre de ce que nous dicte notre horloge interne, et non pas cette horloge sociale qui nous a été imposée de l'extérieur. Et donc on s'adapte, et ça, on s'épuise. Et quand on s'épuise, c'est ce qui se passe dans l'organisme. Quand on s'épuise, à un moment donné, à force de faire cet effort et d'être dans un épuisement, d'être usé, j'ai parlé tout à l'heure en off du fait d'être usé, on va être usé et on va en arriver à développer des symptômes. Et les symptômes, c'est quoi? C'est d'abord la fatigue, l'asthénie. On commence à être fatigué. C'est une fatigue qu'on ne comprend pas. Les gens vous disent je suis pas en forme. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, je suis pas en forme. Et avec ça, si ça continue, c'est le premier signal d'alarme, comme quoi notre psyché, parce que c'est un tout, notre organisme, le physique et le psychique, c'est un tout. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur l'impact de tout cela, et sur le corps et sur l'esprit, parce que les deux sont liés. Mais oui, donc dans cet effort, on va commencer à avoir cet épuisement qu'on ne comprend pas. Il est sourd, c'est un épuisement sourd, c'est-à-dire que vous ne sentez pas que vous êtes, c'est pas la grosse fatigue, mais elle est là quand même. Alors il y a pardon, je vous coupe, mais il y a la fatigue corporelle et psychique, mais il y a aussi la fatigue sociale et politique. Ce sont des éléments qui reviennent dans... Oui, mais je vais vous dire deux mots. Je reviens vers vous, j'aimerais juste faire rebondir Nabil Hafad sur cette question de fatigue sociale et fatigue politique. Est-ce que ce débat est devenu au fond le symbole peut-être d'une défiance des citoyens vis-à-vis de l'État et des institutions qui, de leur côté, ne prennent pas la mesure peut-être de la colère ou du mécontentement
de la population par rapport à cette mesure de l'heure légale? Déjà, ce qu'on note dans cette vague, parce que c'est un sujet qu'on suit depuis pas mal d'années, au fur et à mesure que GMT+1 arrive à la surface, on écoute un peu ce qui se dit sur les médias sociaux. Le sentiment que j'ai en tout cas, c'est que cette année est un peu particulière. Et je pense que ça rejoint ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est qu'on est comme dans une forme d'apogée d'usure. C'est-à-dire quelque part, on est usé année 1, année 2, ainsi de suite. Là, il y a un cumul. Et pourquoi cette année en particulier? Probablement, c'est question de cumul, de capacité de résistance. Je pense que les gens ont pris sur eux pendant toutes ces années-là. Ils ont essayé de mettre du sens dans cette histoire de GMT+1 parce qu'on nous l'avait vendu comme étant une mesure d'économie d'énergie. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que derrière, ça ne génère pas une si grande économie d'énergie et que de toutes les manières, même si ça l'a généré, essayé dans les médias sociaux, même si ça générait des effets bénéfiques, aujourd'hui, on commence à sentir le côté négatif. Donc, quand on met un peu, comme on dit, ça vaut pas le coup. La santé des citoyens passe largement bien avant toute autre forme de considération. Et c'est dit par les citoyens, c'est important quand même de le souligner, et c'est dit assez massivement. Donc je pense qu'on arrive à une sorte de point d'inflexion où il y a une usure cumulée, et là les gens ont du mal à continuer à accepter. Donc c'est ce qu'il faut aussi prendre en considération comme signal. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une expression de mécontentement passager, ce qui a été le cas pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une sorte de ras-le-bol. Et ce ras-le-bol vient s'amplifier par le sentiment de ne pas être écouté. C'est un peu ta question. C'est de dire finalement, on a beau râler, on a beau dire, ça sert à rien, on nous écoute pas, on n'en a rien à afficher. Il y a un autre sujet qui se ramène autour de la table, bien évidemment, parce que les citoyens font leur lecture de la situation. Ce qui est génial dans une société, c'est que même si on ne dit pas les choses, les gens savent les décoder, savent les lire, ils ont leur propre capacité de lecture de l'environnement où ils sont. Ils savent très très bien que tout cela obéit à des logiques purement économiques, et que l'aspect bien-être de la population a probablement été, pas occulté complètement, mais sous-pondéré. Donc là, ce que les gens appellent, c'est une repondération des choses en disant, parce que ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens proposent des solutions. Ah ouais. Les gens disent, vous savez que vous nous disiez GMT+1 pendant la période de l'été, on peut comprendre. Mais que cette histoire de GMT+1 dure autant de temps, on ne comprend pas. C'est beaucoup, c'est un peu trop pour Ce qui était le cas avant 2018, exact. On était sur le GMT+1 pendant une période printemps-été. Donc, à la limite, je peux, moi, citoyen, faire le compromis, accepter un peu de dérèglement, parce que dans l'été, il y a aussi peut-être aussi un autre mode de vie qui fait que ça passe plus facilement. Les enfants sont pas à l'école, parce que je pense que le driver principal du mécontentement, c'est l'impact sur les enfants. S'il y a vraiment quelque chose qui génère, c'est l'impact sur les enfants. Justement, tu es en train de parler tout à l'heure, docteur Hachem Thiel, sur les symptômes de ce dérèglement de l'heure légale. Vous avez parlé de fatigue, il y a la question de stress aussi qui reviennent souvent, d'irritabilité des uns et des autres, mais surtout les enfants. Et sur ce point, j'aimerais avoir votre analyse sur l'impact de tout cela sur les enfants. Oui, c'est du stress. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a une fatigue, un épuisement progressif, et qui, au décours duquel il y a des symptômes qui commencent à apparaître. On commence à avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, on commence à avoir des petits symptômes de dégoût, on commence à avoir un petit peu de déprime. Alors, faut entendre les choses comme je l'ai dit, et non pas comme on peut les entendre autrement, parce que quand je dis ça, je ne veux pas dire que ça rend malade. Mais quand on a des vulnérabilités, quand on a des fragilités, ces fragilités, elles tombent, parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire face à tout ça, et on peut tomber malade. Alors, chez les enfants, c'est une autre histoire. Les enfants, ils n'y comprennent rien. On les réveille, ils sont en train de rêver, on les réveille, on les habille vite fait, on les fait manger vite fait, et on les sort, ils comprennent rien à ce qui se passe. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une baisse de la vigilance, ça se traduit par une baisse de l'attention, ça se traduit par des problèmes de mémoire, ça se traduit par une irritabilité. Donc les enfants sont pas bien. Déjà, quand on les réveille à l'heure normale, c'est compliqué, parce que c'est pas leur rythme à eux. Les enfants, ils ont besoin de plus dormir. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Les enfants, il faut qu'ils commencent l'école plus tard que les autres, dans l'absolu. Mais là, c'est encore pire. Donc voilà. Donc il commence à y avoir de réels impacts sur les compétences de ces enfants et sur leur bien-être. Donc c'est là où les gens commencent à parler. Effectivement, les gens commencent à parler quand ça les touche eux. À la limite, ils font avec, mais quand ça touche à leurs enfants, ça devient un problème. Donc et il faut pas que ça touche aux enfants. Alors donc et c'est d'autant plus important tout cela que, et on l'a dit tout à l'heure, que les gens ne comprennent pas. Quand on ne comprend pas, ça invite à quoi? Au fantasme. On commence à penser tout et n'importe quoi. Et penser tout et n'importe quoi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on ne peut pas composer avec la situation. On ne peut pas, disons, trouver en nous ce qu'on doit trouver, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour pouvoir calmer ce stress. Il faut que les choses aient du sens. Et le grand problème auquel on est confronté, c'est le fait qu'il n'y a pas de sens parce qu'on ne met pas de mots sur les choses. Il faut mettre les mots sur les choses. On est dans notre pays dans une grande faillite de communication. Faillite de la mise en mots
de ce qui se passe. Si vous De la mettez mise en mots des mots, MAUX. des mots, absolument. Ouais. Il faut mettre un mot. On n'entend pas de débat. Il n'y a rien. Merci d'être là pour le faire. Ah. Mais il est essentiel de le faire pour que le citoyen comprenne, pour que le citoyen fasse avec. Il y a peut-être des raisons qu'on ne comprend pas. Il y a peut-être des raisons qui ne sont pas suffisamment dites. Il faut qu'on nous les dise. Il faut qu'on les entende pour pouvoir, disons, nous expliquer à nous-mêmes les raisons qui font qu'on se doit de Mais faire le cet manque de effort. communication est une réponse en soi, parce que une mesure injustifiable, vous avez beau essayer de la justifier, ça reste inaudible pour les uns Non, et les mais on peut autres. aussi dire que la réponse, que voilà la réponse, même si elle est injustifiable, elle s'impose par d'autres choses. C'est difficile pour moi, citoyen lambda, de penser que des décisions aussi importantes que celle-là aient pu être prises sans raison. D'accord? Ah, mais sûrement je veux les raison. connaître, les raisons. Ah, oui. Je dois les connaître. Je pense qu'il est du devoir de ceux qui nous gouvernent, pour dire les choses clairement, de ceux qui prennent des décisions, en fait. Je pense qu'il est de leur devoir de nous informer. Je suis sûr qu'il y a une information qui n'est simplement pas arrivée. J'espère. Mais je reste convaincu que c'est la Et réalité. ce qui dénote cette année par rapport aux précédentes années, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nabil Hafad, c'est cette fameuse pétition qui a déjà récolté en l'espace de quelques jours à peine plus de 250 000 signatures. Comment vous analysez ça, justement, cette mobilisation citoyenne, certes sur les réseaux, mais mobilisation citoyenne quand même par rapport à ce sujet qui les touche dans leur quotidien, et aussi le fait que les enfants soient les plus impactés peut-être par ce dérèglement de leur légal, pousse peut-être les gens qui en temps normal n'auraient pas eu une réaction par rapport à ce sujet à signer par exemple cette pétition. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment dans un tipping point, dans un moment d'inflexion où j'ai envie de dire, ce qui arrive et ce que ça génère comme frustration, comme friction, commence à atteindre des seuils que les gens considèrent comme étant des seuils critiques parce que ça touche les enfants. Ça a touché les enfants à répétition et c'est de plus en plus le cas. Donc, tout ce qu'a expliqué Sétiel tout à l'heure sur le ressenti de chacun, les frustrations, les vulnérabilités, les difficultés. Je pense que déjà, on est dans ce momentum d'usure. Allah yaj'al baraka. Ça suffit. Bon, maintenant, il faut une solution. Et on peut plus se permettre aujourd'hui de laisser passer sans, en tout cas, pousser le plus loin possible la revendication. Pour le moment, c'est une revendication, j'ai envie de dire, très saine, de démocratie numérique. Je signe une pétition, je mets un hashtag, j'écris, je publie, j'interpelle les médias. J'ai vu passer quelque part qu'il y aurait éventuellement une marche ou une sortie ce week-end par rapport à ça. Donc, je ne serais pas étonné que ça grandisse un peu plus. Maintenant, ça c'est un peu pour le sujet en lui-même, mais le sujet, il faut toujours le mettre dans un contexte. On est aussi dans une période, même si on est encore à quelques mois, quasiment préélectorale, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un bon sujet gras pour la politique. C'est un bon sujet gras pour certaines associations qui gagneraient aussi à en faire un vrai sujet, un vrai moyen de pression par rapport un peu aux politiques. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait télescopage entre le sujet en lui-même et des éléments de contexte qui font que c'est maintenant et pas demain. C'est-à-dire que peut-être l'année dernière, on n'avait pas le même contexte pour pouvoir avoir autant de virulence et pouvoir pousser le sujet. Alors que maintenant, on a un contexte qui est un peu plus favorable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va profiter de l'occasion, on va pousser. Vous cumulez, vous savez, pour qu'un mouvement prenne, il faut toujours des raisons organiques, des raisons réelles, qui font que vous allez pouvoir recruter des gens, mobiliser. On les a. C'est 8 années, c'est tous les symptômes, c'est tout le vécu, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Les raisons réelles, on les a. C'est comme si on avait le feu, Sha'al. Maintenant, il faut souffler dessus. Donc, si on arrive à souffler dessus, on en fait un vrai sujet. Donc, on peut l'agrandir, on peut faire une mobilisation autour de ça. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait télescopage de deux sujets, qu'il y a le fond, mais il y a aussi le contexte et des partis qui gagneraient à en faire un vrai sujet de discussion pour pouvoir le garder vivant le plus longtemps possible sur la place. C'est vrai que les partis politiques, cette année électorale, sont très silencieux sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet qui, de prime abord, les intéresse de près ou de loin. Mais peut-être que, justement, vis-à-vis de la mobilisation citoyenne sur ce sujet, certains partis auraient tout intérêt à en parler. Dernière question, docteur Hachem Tiel. Est-ce que l'accumulation de ces perturbations sur les 8 dernières années peut produire des effets psychiques durables sur les uns et les autres? Et lesquels?
Vous savez, je dirais, la situation est superposable à ce qui se passe quand on vit un stress, même au niveau professionnel. Hein. C'est le fait qu'on est obligé de s'accommoder d'une situation malgré nous, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on le fait, bon, ça entraîne un stress chronique. Et le stress chronique est générateur de problèmes. On l'a dit tout à l'heure. Je vous le dis, ça se passe au niveau d'une institution, d'une entreprise. Ça peut se passer au niveau de l'individu dans la vie sociale. Et c'est le même phénomène. Donc le stress aigu peut devenir un stress chronique. Et le stress chronique vous détruit. Le stress chronique vous détruit de l'intérieur. Donc les personnes qui sont vulnérables peuvent avoir de gros problèmes de dépression, de décompensation d'un état psychologique jusque-là relativement équilibré mais précaire. Et il y a les autres. Et il y a les autres, ceux qui ont une vulnérabilité peut-être moindre, mais qui, à force de gérer ce stress, tombent. Parce que si on rentre comme ça dans des états dépressifs, parce que c'est ce qui se passe après, ça devient un état dépressif qui se chronicise et ça devient des pertes de temps de travail, ça devient des arrêts de travail à répétition, ça devient des mises en invalidité. On rentre véritablement, et ça on le voit en consultation. Je vais vous poser la question autrement. À supposer qu'à partir de demain, on revienne à l'heure légale GMT. Ma question est la suivante. Est-ce que les effets cumulés de ces 8 dernières années sont irrémédiables? Non. Vous savez, notre organisme, notre psyché sont vraiment fabuleux. Hein, c'est quelque chose, moi-même qui suis dedans depuis 35 ans ou 40 ans, je suis toujours surpris de la capacité à rebondir de nos mécanismes réparateurs. Hein, donc, quand on nous donne la possibilité de rebondir et de réparer, notre psyché est capable de faire quelque chose d'absolument fabuleux, de réparer très vite. Donc, la plupart des gens qui vivent ça peuvent s'en tirer sans conséquence, même si elles ont commencé à vivre les conséquences. Il est évident que si on est déjà dans la maladie installée, avérée, c'est une autre histoire. Mais on peut, en tirant la sonnette d'alarme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin d'informations. Si on tirer la sonnette d'alarme est important pour, disons, préserver ceux qui auraient pu tomber dedans et ne pas en sortir, ou en sortir difficilement, les sauver, entre guillemets. Nous, on en parle justement parce que c'est un sujet qui intéresse les gens dans nos entourages respectifs et il suffit d'initier la discussion sur ce sujet pour que tout le monde commence à se plaindre, à dire El Ralbla. Ouais. Mais bon, donc on va voir comment tout cela va s'organiser. Quelle sera aussi la suite donnée à cette pétition qui a dépassé les 250 000 signatures. Et bon, on sera ravis de vous accueillir à nouveau pour en reparler si suite il y a. Merci beaucoup, Dr Hachem Tiel, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Nabil Hafad, merci et à bientôt. Nous, on reste ensemble dans le 12-13 de Média 24 pour la suite des programmes. On se retrouve juste après cette pause. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13, Aziz Bousta nous a rejoint pour la suite de cette émission. Aziz, bonjour. Bonjour Adil. Alors, on va parler économie, ça va très très bien. On va parler économie à présent. L'actualité business de la semaine concerne un groupe marocain que le grand public connaît peu, voire pas du tout. Et pourtant, c'est un acteur industriel majeur. Africa Feed and Food, un groupe agro-industriel présent sur toute la chaîne de valeur, des céréales à l'aviculture, en passant par la transformation alimentaire, et qui vient surtout de franchir une étape importante avec une levée de fonds de 850 millions de dirhams réalisée par augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels et sans céder la moindre action existante. C'est important à souligner, nous allons y revenir d'ailleurs. Alors comment fonctionne réellement ce groupe? Quel est son modèle et quelle stratégie de développement pour les prochaines années? C'est le focus de la semaine et on en parle tout de suite. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir dans le studio du 12-13 Ali Skambar, secrétaire général d'Africa Feed and Food. C'est Ali, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pour commencer, peut-être une brève présentation de ce groupe qui est méconnu, voire
pas connu du tout du grand public. Tout à fait. AFF, donc Africa Feed and Food, c'est une entreprise familiale, Tout à fait. un groupe constitué de 15 filiales implantées au Maroc et à l'international, comme on peut le voir d'ailleurs à l'écran. Chiffre d'affaires, plus de 5,5 milliards de dirhams. Environ 2000 collaborateurs, 5 filiales totalement intégrées couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur. Et dans votre communication officielle, c'est Ali Iskandar, vous mettez en avant les capacités de stockage du groupe. On parle de 374 000 tonnes pour les matières premières, Oui. 25 000 tonnes pour les produits finis, 100 silos de stockage opérationnel, donc stockage pour les céréales, en plus des 10 unités de production et des 5 moulins pour tout type de céréales. Alors vous êtes positionné, c'est bien ça, on a tout bon. Oui, vous êtes, on a même augmenté, même, si vous voulez savoir. Donc, c'est bien, justement, vous allez actualiser les chiffres. Vous êtes positionné sur toute la chaîne de valeur, de l'importation donc de grains jusqu'à l'aviculture. Ma première question est la suivante, comment s'organisent toutes ces activités et pourquoi avoir fait le choix stratégique d'une intégration verticale de toutes ces activités? Écoutez, merci encore une fois pour l'invitation au nom du groupe Africa Feed and Food, de ses actionnaires. Donc déjà, petite introduction de qui est Africa Feed and Food. C'est vrai que le groupe est assez méconnu du grand public et même de la communauté des investisseurs institutionnels au Maroc, mais c'est un groupe qui existe depuis près d'un demi-siècle. La première unité a été créée par le feu Hajj Saleh en fin des années 70, en 78, qui était une unité d'orgerie. Et depuis la fin des années 70, donc. Exactement, tout à fait. On est développé sur toute cette chaîne de valeur. Donc le groupe a commencé dans l'orgerie, puis au fil des années, des acquisitions et des développements, c'est un groupe qui s'est beaucoup construit sur de la croissance organique, donc en ajoutant des business units les unes aux autres qui sont complémentaires les unes avec les autres. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un groupe qui est totalement intégré sur la chaîne de valeur, qui va de l'importation des céréales, puisque nous sommes un des principaux importateurs de tout type de céréales, blé tendre, blé dur, maïs, soja et tous les dérivés. Ces céréales sont transformées dans nos usines, dans nos moulins, pour une première transformation. Donc le blé tendre va donner la farine blanche qui est consommée par la ménagère marocaine ou dans les pâtisseries, dans la boulangerie. Le blé dur va donner plutôt la semoule, qui, elle, est utilisée dans une deuxième transformation, dans notre troisième business unit, qui sont la partie pâté couscous. Nous avons également une quatrième business unit, qui est la partie alimentation animale, qui est l'ELF, pour parler de manière plus concrète, avec 2 unités de production que nous avons dans la région de Casablanca. Et évidemment, quand on descend un peu plus à la chaîne de valeur, nous sommes dans la partie aviculture, dans laquelle le groupe avait commencé par ce qu'on appelle les poussins un jour de type ponte et de type chair. Et naturellement, nous sommes aujourd'hui dans les œufs de consommation. Et nous avons un projet d'abattoir que nous sommes en train de développer. Donc nous avons vraiment toute la chaîne de valeur, de l'importation jusqu'à l'assiette des consommateurs. Et on aime bien dire aujourd'hui, quand vous voyez nos produits, que nous sommes dans le cœur de la panier de la ménagère. Nous faisons de la farine pour le pain et pour les gâteaux. Nous faisons des pâtes et du couscous, comme vous savez aujourd'hui ce que représente le couscous dans la tradition culinaire marocaine. Nous faisons de la protéine animale avec du poulet et des œufs de consommation. Et pour revenir à ma question, pourquoi ce choix stratégique d'une intégration verticale? Est-ce que c'est la volonté de contrôler toute la chaîne de valeur de A à Z? Oui, en fait, ça répond surtout à une logique business. Plus vous êtes intégré et plus vous êtes résilient à tous les chocs que vous pouvez connaître. Le meilleur exemple que le groupe a connu, évidemment, comme tous les opérateurs de la place, a été le choc inflationniste de 2022. Et notre business model a montré sa parfaite résilience en 2022, puisque quand vous avez des chocs inflationnistes, vous pouvez répercuter un petit peu la hausse des matières premières, un peu sur toute la chaîne de valeur. Et surtout, quand vous êtes un groupe totalement intégré, vous avez une force de frappe vis-à-vis de vos fournisseurs qui vous permet non pas d'acheter pour une unité, mais pour tout un groupe intégré de plus d'une vingtaine de filiales. Et donc, vous avez un pouvoir de négociation qui n'est pas du tout le même que quand vous importez un bateau ou un demi-bateau. Aujourd'hui, le groupe est à la capacité financière et logistique d'importer ses propres bateaux, c'est important de le souligner. Donc nous ne faisons pas d'import groupé avec d'autres opérateurs de la place, nous importons nos propres besoins. Nous ne sommes pas un trader où nous ne spéculons pas sur la matière, nous importons pour les besoins de nos unités de fabrication. Donc nous n'importons pas pour faire du négoce, nous en faisons un petit peu pour les confrères de la place, mais nous importons principalement pour les besoins de nos unités. Donc nous sommes des industriels de l'agroalimentaire marocain et panafricain depuis quelques années. C'est un élément très important à souligner, d'autant plus dans ce contexte géopolitique mondial très instable où le fret maritime, le transport maritime souffre justement des répercussions des crises géopolitiques. Quelles sont aujourd'hui les principales sources de revenus du groupe? Où est-ce que la valeur se crée réellement
au niveau de toutes ces différentes activités? Alors aujourd'hui, pour parler un petit peu en grande masse, le groupe, c'est 2500 collaborateurs, une vingtaine de filiales au Maroc et à l'international. Ah, donc ça a vraiment augmenté, parce que moi j'ai dit 15 filiales. Ouais, okay, mais en fait, nous avons acquis 3 sociétés en juillet 2025 dans le domaine des œufs de consommation. Et nous sommes en cours d'ouverture de nouvelles activités. Donc c'est pour ça que le chiffre 15 est passé à 20 aujourd'hui. Et nous faisons à peu près 6 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en consolidé. Donc nous sommes effectivement un opérateur majeur dans l'agro-industrie et dans le paysage économique marocain. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on gagne de l'argent? Qu'est-ce qui crée de la valeur? Créer de la valeur, en fait, c'est la transformation. Quand vous faites que du négoce, c'est difficile de créer de la valeur. Aujourd'hui, c'est le fait d'importer, de transformer et de créer de la valeur ajoutée qui permet au groupe d'aller sur des marchés à forte valeur ajoutée. Donc, nous avons la première transformation, encore une fois, qui, elle, est à plutôt à faible valeur ajoutée, c'est la transformation du blé tendre en farine. C'est un marché que vous connaissez qui est relativement fragmenté, beaucoup d'opérateurs qui bénéficient des mécanismes de répercussion de subventions de la part de l'État marocain. Nous avons une première transformation sur laquelle il y a de la valeur ajoutée, c'est de transformer la semoule de blé dur en pâte et couscous. Surtout que les habitudes de transformation et de consommation des Marocains, on passe plus du marché du vrac vers du conditionné. Donc, plus on parle de conditionné et du petit packaging, donc il y a plus de valeur ajoutée à aller chercher. Et on passe plus du circuit traditionnel vers la GMS, il y a également de la valeur ajoutée. Et puis, là où on gagne, évidemment, le groupe réalise quand même des marges intéressantes, c'est sur, on va dire, la partie aviculture. Aujourd'hui, c'est un relais de croissance important pour le groupe AFF au niveau national et international. Très bien. Alors, avant de vous poser des questions sur cette levée de fonds, toute récente levée de fonds, je donne la parole à Aziz Boust. Oui, quand vous parlez de... Merci Aziz. Quand vous parlez de chaîne de valeur, vous parlez d'importation. Est-ce que vous faites de la production? Là, j'ai pas entendu. J'ai pas de production de céréales? Production de céréales. Est-ce que vous avez des terrains? Est-ce que vous avez un DAC? Non. Nous ne sommes pas agriculteurs. Notre métier, c'est d'importer et de transformer. L'agriculture est un métier à part entière, avec ses propres contraintes, ses propres défis, sa propre logistique. Donc aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans l'importation et dans la transformation. Surtout qu'aujourd'hui, au Maroc, le Maroc produit principalement, on va dire, du blé tendre, donc il ne permettrait de couvrir qu'une partie de nos besoins, puisque nous importons encore une fois du blé tendre, du blé dur, qui est nécessaire pour la partie semoule et donc pâte et couscous, et nous importons toute la partie qui est nécessaire à la partie alimentation animale, donc maïs, soja et tous les dérivés. Donc même en étant agriculteurs sur l'agriculture primaire, nous ne couvrions qu'une partie minoritaire ou minime de nos besoins en céréales. Très bien. Et donc, vous venez d'annoncer une levée de fonds. On parle de 850 millions de dirhams, avec l'entrée d'une société d'investissement qui s'appelle RMBV. Tout à fait. Et de Proparco, qui est la filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé. Tout à fait. Alors, première question, pourquoi avoir décidé aujourd'hui, au niveau du top management du groupe, d'ouvrir le capital à des investisseurs institutionnels, et à quoi va servir concrètement ces 850 millions de dirhams? Ce que j'aimerais préciser en introduction, si vous le permettez, c'est que cette ouverture de capital n'est pas le fruit, on va dire, d'une simple réflexion qui est née sur le coin d'une table. C'est une étape dans le cadre de la vision qui a été posée par la famille et par les actionnaires depuis de nombreuses années. Comme vous l'avez rappelé en introduction, le groupe AFF en tant qu'holding est peu connu du grand public, déjà pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en tant qu'holding, nous n'existons que depuis quelques années. La holding a été créée en 2022. Avant, la famille disposait d'un conglomérat de sociétés sœurs qui étaient intégrées opérationnellement, mais pas intégrées juridiquement. Fin 2022, les actionnaires ont créé AFF en tant que holding et nous avons structuré cette holding de manière à avoir une lisibilité opérationnelle, organisationnelle, juridique, financière et sur toute la chaîne de valeur en créant des business units. Import, farine et semoule, pâte et couscous, alimentation animale, etc., etc. Première étape, ça a été cette institutionnalisation familiale. Créer une holding et créer un conseil d'administration au sein de cette holding dans lequel siège la famille. Deuxième étape de cette institutionnalisation, nous avons réorganisé opérationnellement et juridiquement nos filiales pour donner cette lisibilité claire en business unit. Troisième étape, ça a été déjà la levée de fonds que nous avons opérée l'année dernière, en 2025, dans le cadre d'une émission obligataire que nous avons réalisée par voie de placement privé pour un montant de 700 millions de dirhams. Cette opération, évidemment, au-delà de l'aspect financier pur, donc de nous donner les capacités financières à un coût réduit, de financer notre plan de développement, elle a permis au groupe de se faire connaître de la communauté des investisseurs institutionnels marocains. Lorsque nous avons réalisé nos roadshows avec nos banques d'affaires, évidemment, 9 fois sur 10, comme vous aujourd'hui ce matin, j'imagine, AFF
peu connus du grand public. Nous sommes surtout connus par les marques fortes que nous connaissons. Alors, nous avons deux marques fortes que vous connaissez. Kayna, sur la partie pâté couscous, et nous avons Nordar, qui est sur la partie, c'est la marque forte sur la partie farine. Et nous avons d'autres marques comme Skora ou bien d'autres marques à l'export. Mais les deux grandes marques fortes, nous avons, c'est Nordar sur la partie farine et Kayna sur la partie pâté couscous. Ils sont les deux, on va dire, les deux marques connues du grand public que vous retrouvez en GMS, que vous retrouvez dans l'épicerie du coin, etc. Donc, cette levée de fonds, elle nous a permis de faire connaître AFF auprès de la communauté des investisseurs et ça a donné un coup de projecteur sur... Vous parlez de la première levée de fonds, les tout à fait, 700 millions d'émissions obligataires. Troisième étape, évidemment, c'est l'ouverture de capital. C'est un processus qui est mûrement réfléchi, vous le savez. C'est une première ? C'est une première pour le groupe, tout à fait. Oui. Avant cette ouverture de capital qui n'est pas encore concrétisée, je me permets de le rappeler, puisque nous attendons l'aval des autorités, notamment du Conseil de la concurrence et des différentes autorités réglementaires au Maroc. Donc, nous espérons un closing pour, Inch'Allah, fin mai, début juin, si tout se passe bien, et on espère que ça se passera bien. Donc, nous permettra d'avoir 850 millions de dirhams. Donc, c'est une étape parmi toutes les étapes que j'ai permis de vous présenter à l'introduction. Donc, institutionnalisation, ça passe par l'ouverture de capital. L'ouverture de capital de 850 millions de dirhams, je me permets de rappeler qu'elle se fera exclusivement par voie d'augmentation de capital. Les actionnaires ne cèdent ni le contrôle et ne vont bénéficier d'aucun dirham de ces 850 millions de dirhams parce qu'elle se fait, encore une fois, par augmentation de capital et c'est important de souligner. Il n'y a pas désengagement de la famille, au contraire, la famille elle reste opérationnelle, elle accueille dans le tour de table et dans le conseil d'administration de nouveaux partenaires qui vont lui donner au groupe une nouvelle dimension. Nous accueillons 2 partenaires financiers de renom, le groupe RMBV, qui est un fonds d'investissement nord-africain avec un track record avéré, avec plusieurs participations que vous pouvez trouver dans la presse et des opérations qui viennent de discloser. Et puis, nous avons aujourd'hui, quelque part, l'État français qui va rentrer dans le capital du groupe AFF à travers Proparco. Et je me permets de souligner que c'est un ticket qui est relativement important, aussi bien pour RMBV que pour Proparco. Et si je ne me trompe pas, c'est même le plus gros ticket réalisé par Proparco en direct sur une participation dans l'histoire de Proparco. Ça démontre un petit peu la confiance de ces 2 institutions financières de renom dans le business model, encore une fois, d'opérateurs totalement intégrés. Je ne pense pas que ces deux fonds d'investissement auraient misé sur le groupe AFF si nous n'étions pas totalement intégrés, encore une fois, pour ces questions de résilience du business model et de trajectoire que nous leur avons présentées. Et ça nous permettra de développer, nous avons 3 axes. À quoi va servir cet argent? Pour répondre à votre question, à quoi va servir cet argent? Nous avons 3 axes de développement. Nous allons renforcer nos capacités de production dans ce que nous appelons le core business. Ça veut dire aussi bien sur la partie farine blanche, semoule, pâté couscous, alimentation animale et aviculture au sens large, nous renforçons nos capacités de production. Donc ça veut dire quoi? De nouvelles unités. C'est de nouvelles unités ou renforcer les capacités dans les usines actuelles. Très bien. Augmenter des machines de production parce que la demande est là, le marché est là, nous avons le savoir-faire aussi bien organisationnel, technique, financier, juridique. Toute la machine du groupe AFF sera mise en œuvre pour augmenter nos capacités de production. Deuxième levier, c'est les nouveaux métiers. Je me permets de rappeler qu'à fin 2025, nous avons lancé une nouvelle activité qui s'inscrit dans cette chaîne de valeur qui s'appelle Bag In ou Bag Industrie, qui est de l'emballage agro-industriel. Donc, nous intégrons un peu plus une composante dans notre chaîne de valeur et donc ça servira également à renforcer et à accroître la capacité de production de Bag In. Donc en fait, c'est la fabrication de sacs du sac tissé et du bio-PP pour aussi bien les sacs de farine pour la partie les sacs de farine, les sacs de pâté de couscous et la partie alimentation animale. D'accord. Troisième point, c'est l'international. Nous avons aujourd'hui 2 filiales opérationnelles Mali-Mauritanie dans le domaine de l'aviculture. Nous avons un projet qui est ambitieux au Sénégal pour faire une unité de pâtes et de couscous. C'est un marché qui est extrêmement important pour le groupe AFF, sur lequel nous sommes déjà présents commercialement, mais notre partenariat commercial se transforme en partenariat capitalistique. Donc aujourd'hui, nous exportons une grande partie de notre activité pâté couscous est destinée vers l'Afrique subsaharienne. Donc nous allons réorienter nos capacités de production en local pour pouvoir faire face à cette demande importante. Et nous prospectons, on va dire, le marché au Moyen-Orient, où nous sommes en train d'établir une présence géographique dans un des pays du Moyen-Orient, Inch'Allah. Très bien. Alors, je reviens sur cette question de l'augmentation de capital sans cession d'actions existantes. C'est vrai que vous avez insisté sur le fait que
le contrôle familial de l'entreprise reste la priorité des principaux actionnaires. Mais quand même, il y a un basculement, il y a un shift de paradigme en matière de gestion du groupe quand on ouvre le capital pour la première fois à des investisseurs institutionnels, même si les actions préexistantes n'ont pas bougé. Comment, au niveau du top management du groupe, on prévoit justement cette nouvelle phase qui s'ouvre? Je pense que les actionnaires, je me permets de parler en leur nom, appréhendent cette phase avec totale sérénité. Puisque moi, j'aime bien, quand nous avons échangé sur ce projet, je leur ai présenté les choses comme étant un mariage. Tout ça, un mariage financier. Et donc, comme dans tout mariage, c'est d'abord une question de fit humain. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux fonds que nous intégrerons, Inch'Allah, dans notre capital, ont eu un fit avec la famille, qui est aujourd'hui gestionnaire, un fit d'abord personnel entre la famille et les représentants de ces deux institutions financières. D'abord, la confiance. La confiance, exactement, le fit. Si on ne s'entend pas humainement, je ne vois pas comment on pourrait s'entendre dans le cadre d'un conseil d'administration. Puisque dans le conseil d'administration, on doit débattre de choses qui sont positives et parfois on doit débattre de choses qui sont difficiles à faire accepter. Donc il y a d'abord une question de relation et de confiance entre la famille et les représentants de la famille qui vont siéger au conseil d'administration d'AFF et les représentants des deux institutions financières que nous accueillerons, Inch'Allah, fin mai, début juin. Et donc cette ouverture du capital, c'est une première pour des investisseurs institutionnels, est-ce au final le prélude peut-être à une introduction en bourse? Comme je l'ai rappelé il y a quelques minutes, la première opération que nous avons faite avec la communauté des investisseurs institutionnels marocains a été l'émission obligataire de 700 millions de dirhams en octobre 2025. Donc, naturellement, le groupe qui s'est financé historiquement via les outils classiques qu'offre le marché bancaire à travers le CMT, les facilités de caisse, l'escompte, le crédit bail, a testé une nouvelle opération sur laquelle on a eu énormément de succès. Donc nous avons réussi à lever les 700 millions sans aucune difficulté. Nous avons eu même de la souscription. Naturellement, quand on va sur le marché des capitaux, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape parmi les étapes. Oui. Comme vous le savez, c'est sorti dans la presse, le groupe AFF a été sélectionné dans le cadre du programme de formation qui a été initié par la Bourse de Casablanca avec le ministère de l'Industrie et du Commerce en partenariat avec la CGEM et la MMC pour faire partie de la première cohorte du programme de formation pour, Inch'Allah, pour les former les prochaines, dans le cadre des sociétés agro-industrielles, pour les former à aller au marché des capitaux de manière générale et à la bourse, Inch'Allah. Et évidemment, c'est une étape en soi pour nous, à court moyen terme, c'est dans l'esprit des actionnaires, et c'est d'autant plus dans l'esprit des actionnaires que comme nous intégrons encore une fois des fonds d'investissement, qui ont un horizon d'investissement qui est limité, on parle de entre 3 et 5 ans, une des sorties privilégiées aujourd'hui par les fonds d'investissement au Maroc est évidemment la Bourse de Casablanca, comme vous l'avez vu sur les 5-6 dernières années avec toutes les sorties de fonds. Oui. Donc c'est une option parmi les options, elle est sérieusement étudiée. Nous en discuterons dans le cadre des forums appropriés avec la famille et les nouveaux investisseurs, mais c'est une option qui est... Pour l'instant, il n'y a pas une date prédéfinie. Il n'y a pas une date prédéfinie, honnêtement, non. Il y a une roadmap, il y a une vision, encore une fois. Le groupe ne se développe pas par simple lubie de la part des actionnaires, il y a une vision très claire sur les 6 prochaines années. L'IPO est une des options qui est posée sur la table. Très bien. Aziz ? C'est Skandar, j'adore votre manière de parler de votre entreprise. Vous êtes vraiment habité par votre entreprise. Alors, vous parlez confiance, là où d'autres parleraient rentabilité. Vous êtes très discret en matière de communication, alors que d'autres grands groupes sont dans la communication. On ne va pas citer les noms. Mais c'est amené à changer. Avec l'IPO, forcément, la communication change. Bien sûr. Jusque-là, ça fait 50 ans qu'ils sont là, tout à fait discrets, tout à fait... Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette manière de voir les choses complètement iconoclaste, finalement? La confiance, quand on voit un financier, quand on voit un entrepreneur, il parle en général pas confiance, il parle rentabilité, il parle fric, il parle pognon, il parle... D'accord. Vous êtes dans une autre configuration. Je pense que, si je puis m'exprimer ainsi, tout le mérite déjà revient à la famille. Vous savez que c'est une famille qui est extrêmement discrète et qui a développé... c'est des self-made men. Aujourd'hui, je pense que, modestement, peu de groupes marocains sont aussi structurés, ont la taille que nous avons aujourd'hui dans le paysage agro-industriel sur lequel nous opérons. Et le groupe s'est construit de manière assez discrète, effectivement. Les choses ont un petit peu été amenées à changer, de par, on va dire, les opérations que nous sommes en train de réaliser. Quand vous créez une holding, évidemment, il y a toute la communication dans les journaux d'annonces légales, donc quelque part, les initiés commencent à spotter. Ah, il y a un groupe avec un capital de 1,6 milliard,
de quoi on parle. Quand vous faites une émission obligataire et que vous communiquez aujourd'hui, nous avons une page LinkedIn qui commence à être dynamique et sur lequel on communique de plus en plus sur nos projets, sur nos actions caritatives, sur notre engagement, sur nos outils de production. C'est pour faire connaître le groupe AFF. Donc il y a une décision qui a été prise par les actionnaires de faire connaître non pas la famille, mais le groupe, nos produits, nos marques, nos capacités de production et nos marchés. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Ce n'est pas les hommes, mais c'est vraiment nos produits au sens large et notre groupe. Notre groupe mérite d'être connu. Et évidemment, si nous nous projetons d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, X années dans un processus d'introduction en bourse, il est nécessaire de faire connaître le groupe en tant qu'institution financière, en tant que holding, pour faire connaître la marque AFF. Comme vous le savez, la marque est importante dans le cadre d'un projet d'introduction en bourse, parce que nous ne nous adressons pas uniquement à la communauté des investisseurs institutionnels, type caisse de retraite, fonds de pension, société de gestion d'OPCVM, mais on s'adresse également aux petits porteurs. Donc il faut que le petit porteur sache que le groupe AFF, derrière le groupe AFF, ce sont des marques fortes, résilientes, capables de faire la différence en local et à l'international, Nortar, Keina, et que nous sommes sur toute la chaîne de valeur. Et franchement, nous avons un business model qui est éprouvé, résilient et qui fait ses preuves aujourd'hui, alhamdoulilah. Vous importez des matières premières, des céréales, vous transformez des matières premières, mais vous exportez aussi des produits finis, notamment vers des marchés d'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Vous avez évoqué la Mauritanie et le Mali, principalement. J'aimerais avoir la philosophie ou la stratégie du groupe en matière d'expansion sur des marchés étrangers, et notamment en Afrique. Est-ce que l'ambition à court, moyen terme, c'est d'ouvrir des filiales dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, notre développement à l'international, il est basé sur, on va dire, excusez-moi le terme, sur 2 jambes. Nous avons déjà ce qu'on appelle le développement organique. Nous prospectons certains pays, comme nous l'avons fait avec le Sénégal, dans lequel nous avons des partenaires forts. On commence par du partenariat commercial, et une fois que le partenariat commercial est éprouvé, si le marché le permet, si les études de marché le permettent, si la rentabilité le permet, nous transformons ce partenariat commercial en partenariat capitalistique. C'est exactement ce qui s'est passé dans nos 2 JV que nous avons à l'international, qui sont déjà opérationnels en Mali et en Mauritanie. Ça a commencé par un partenariat commercial. Et quand nous avons vu que ces 2 pays présentaient du potentiel pour le domaine de l'agriculture, nous l'avons transformé avec 2 filiales, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est des JV, c'est notre business model à l'international. Avec des usines sur place. Avec des usines sur place. Aussi, au Maroc, nous sommes actionnaires à 100% de nos unités de production. À l'international, nous avons fait le choix stratégique, clair, fort, d'être en JV. Pourquoi en JV? Parce que nous avons l'expertise industrielle, nous avons l'expertise commerciale, mais nous avons toujours besoin, nous estimons en tout cas, nous avons besoin d'un partenaire local pour les relations institutionnelles avec le pays. C'est toujours bien d'avoir un local avec vous dans le capital pour vous aider à, permettez-moi le terme, ouvrir des portes quand les choses bloquent. Donc, nous avons Mali, Mauritanie, partenariat commercial. Sénégal, nous sommes en train d'ouvrir, comme je vous l'ai dit. Et nous sommes en train de regarder des opportunités de croissance externe, donc non pas du développement organique, mais des acquisitions en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, dans les pays dans lesquels nous estimons qu'il y a du potentiel pour notre groupe, mais toujours, encore une fois, dans notre chaîne de valeur. Nous n'allons pas faire des choses qui sont en dehors de notre chaîne de valeur, puisque aujourd'hui, sincèrement, nous n'avons pas la connaissance métier d'aller faire d'autres choses que les activités que je vous ai décrites en introduction. Aziz? En fait, je voulais poser la question, mais il a répondu. Laquelle? Celle-ci? Non, c'était sur l'Afrique. C'était sur. Vous avez parlé souvent de Mali, Mauritanie, Sénégal, c'est-à-dire notre hinterland immédiat. Mais est-ce que vous cherchez à aller ailleurs? Vous avez. Tout à fait. Oui. Voilà. On a prospecté, par exemple, dans les. En fait, c'est surtout l'Afrique anglophone, pardon, je vous coupe, mais l'Afrique anglophone ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous avons même étudié des opportunités en Afrique de l'Est. Évidemment, c'est des marchés qui sont plus loin, culturellement, linguistiquement. Ne serait-ce qu'en termes de transport, c'est plus compliqué. Donc, évidemment, pour des premières opérations pour le groupe, ne serait-ce que pour assurer un suivi et un monitoring renforcé de nos participations, on préfère l'Afrique francophone avec tous les liens historiques, culturels que vous connaissez. Nous avons prospecté, par exemple, également en Côte d'Ivoire, pour faire simple. Nous avons prospecté en Afrique du Nord pour d'autres opportunités. Mais nous sommes ouverts à toute opportunité qui fit avec notre chaîne de valeur et qui apporte la valeur ajoutée à nos actionnaires et aux fonds d'investissement. Alors, vous avez parlé du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a d'autres régions dans le monde? L'Europe, naturellement. Est-ce que vous êtes en Europe? Dans quelles conditions? Non, aujourd'hui, notre présence en Europe se limite
à une présence commerciale par l'export de certains de nos produits que ce soit dans tous les pays européens. Vous trouverez des produits de Kayna, pâte et couscous quasiment, Espagne, Portugal, France. Vous comptez sur la diaspora marocaine pour... Effectivement, oui. Elle est importante, elle est importante, oui, tout à fait, oui. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes quelque part capés par notre outil de production. Aujourd'hui, notre outil de production à Barchid, qui est Kayna Group, qui produit les pâtes et le couscous sous la marque Kayna ou d'autres marques qui sont dédiées à l'export, tourne en 7 sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et donc, nous devons aussi bien couvrir le marché traditionnel, la GMS et l'export. Donc, c'est pour ça que les 850 millions permettront de doubler la capacité de production de Kayna et d'adresser de nouveaux marchés à l'international. Et pourquoi pas, si l'opportunité se présente, étudier des acquisitions en Europe. Aujourd'hui, tout est ouvert. Et surtout, nous comptons sur nos pardon, je me permets de rappeler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le groupe a fait le choix d'intégrer des partenaires financiers. Nous comptons sur leur valeur ajoutée, non pas que financière. Encore une fois, nous ne recherchons pas que nous devons rechercher que de l'argent. Nous avons recherché des gens qui nous accompagnent dans notre développement, qui nous apportent de la valeur ajoutée organisationnelle, institutionnelle, en termes de gouvernance, de pratiques ESG et de business. Ils ont la connaissance en Afrique du Nord. Proparco, via l'AFD, est présent dans tous les pays d'Afrique. Ils sont présents en Europe. Donc, on nous compte sur eux pour nous créer de la valeur ajoutée ensemble et nous présenter des opportunités. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de réussir dans toutes vos activités. En tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec vous sur Africa Feed and Food, de connaître le groupe, son mode de fonctionnement, ses ambitions. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit dans le 12-13 de Média 24. La prochaine fois, peut-être. La communication. Oui, la prochaine fois, ce sera peut-être pour parler de l'introduction en bourse. Merci beaucoup, Si Ali Iskandar. Vous êtes secrétaire général d'Africa Feed and Food. Et je vous dis à bientôt. Nous, on reste ensemble dans le 12-13 de Média 24. La suite des programmes, tout de suite, juste après cette pause. À tout de suite. Et on parle politique à présent dans le 12-13, à 5 mois des législatives de septembre prochain. Au Maroc, la gauche, ou ce qu'il en reste, parle beaucoup, mais agit très peu. C'est un constat et non un jugement de valeur. Prenons l'exemple du PSU. En 2021, le Parti socialiste unifié a obtenu un peu plus de 60 000 voix aux élections législatives et un seul siège au Parlement. Un score qui interroge, surtout quand on voit la place qu'occupent encore les idées de gauche dans le débat public. Car le paradoxe est là, les idées existent, toujours les mêmes d'ailleurs, ou presque, les beaux discours aussi, mais dans les urnes, la traduction reste marginale. Alors pourquoi? Est-ce un problème de leadership, d'offres politiques publiques, ou entre le discours et les attentes réelles des Marocains? Et puis il y a cette question que la gauche n'arrive toujours pas à trancher. Faut-il s'unir pour espérer gagner ou continuer à exister séparément avec l'assurance de perdre à chaque élection? On en parle avec le vice-secrétaire général du PSU, élu du conseil de la ville de Casablanca et candidat aux législatives de 2026. Abdallah Baqil est l'invité de Média 24. Bonjour. C'est Abdallah, bonjour. مرحبا بك معنا dans le 12-13 de Média 24. Ali Bousta à ma droite. Alors, كيف ما قلت en introduction, en 2021, le Parti socialiste unifié a recueilli un peu plus de 60 000 voix à l'échelle nationale. Si mes chiffres sont bons, avec un seul siège remporté par la secrétaire générale du parti, Nabila, la secrétaire général du parti de l'époque. De l'époque, oui, absolument. Entre-temps, il y a eu un congrès. Nous allons en parler d'ailleurs. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes candidat justement à ces législatives au niveau de la circonscription de Diel Anfa, quel est l'état d'esprit qui prédomine au sein de votre parti pour aborder ce scrutin législatif avec, je pense, l'ambition d'avoir de meilleurs résultats qu'en 2021? Bien sûr, évidemment. Disons, les résultats en 2021, qui sont présentés effectivement sur le plan législatif, en tout cas comme étant un échec qui est réel, doivent être compensés par le fait que, précisément, on a quand même aussi obtenu de bons résultats au niveau des élections locales, ce qui n'était pas non plus attendu, parce que ma présence au Conseil de la Ville, je le rappelle, je suis le premier élu
PSE au Conseil de la Ville. On n'en a jamais eu auparavant. Donc, on peut modérer un petit peu, disons, des résultats locaux qui sont plutôt encourageants, mais effectivement des résultats législatifs qui sont extrêmement décevants. Après, il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. On sortait d'une scission, les histoires on est arrivé quand même dans les pires conditions possibles pour organiser une campagne électorale, et ça nous a coûté effectivement dans les urnes. Et là-dessus, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Je ne suis pas en train d'accuser le monde entier de nous avoir mis dans cette situation, mais enfin, il a fallu déjà se battre très très durement pour continuer à exister et avoir ce petit siège qui nous permettait en fait de conserver notre situation dans le champ politique. Vous avez parlé de scission, là ça va nous permettre justement de parler de cette expérience de la fédération de la gauche, de la gauche démocratique, Fédéraliyat Al-Yasar. L'un des enseignements peut-être du scrutin de 2021, c'est que la scission ou le fait que chaque parti de cette coalition en tout cas ait choisi de suivre son chemin pour ces élections, peut-être que ce n'était pas la meilleure stratégie pour espérer récolter le plus grand nombre de sièges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a l'événement qui est la scission, donc qui affaiblit forcément, qui affaiblit en force militante, qui affaiblit, donc qui amène à une campagne qui est minbed. L'attitude de l'électorat peut, sur une partie, en tenir compte, mais la réalité de l'électorat se positionne par rapport à une campagne, par rapport à des propositions, par rapport à un certain nombre de choses. Disons, l'obsession ديال توحيد اليسار ياك كيجي في واحد السياق فين كنقولوا بلي تقريبا المشاريع كتشابه، ولكن الا دخلنا في التفاصيل راه كل واحد عنده استراتيجيه، كل واحد عنده استراتيجيه اللي هي مغايره على الاخرين. هضرت مثلا على الانتخابات المحليه. اليوم الحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء راه في المعارضه، الفيدراليه في التسيير، في المقاطعات، في المقاطعات فين ما كانت حاضره الفيدراليه راه في التسيير. فهمتي؟ غناخذوا حزب التقدم الاشتراكي. الوغ كو لوجيكمون خصكم تكونوا في نفس داكشي اللي كنقول. دونك ملي كنجيو كندويو على الاستراتيجيه باش نتفاهموا، زعما ماشي هذا راه داكشي، راه ملي كندويو على المشروع كنقولوا راه اليسار وكنجمعوا داكشي كله، راه كون كان عندنا نفس التصور بالنسبه للتغيير الديمقراطي في المغرب والاشتراكيه وهذه راه كنا حزب واحد اصلا. غير باش نتفاهموا، راه لا الا خدينا غير اللي راه الا كان فرق، الا كان هدف هذا الحزب وهدف هذا الحزب، راه حيت كاين واحد الخلاف اللي ما يقدرش يتقاد، اللي هي هذه المساله ديال الاستراتيجيه. حنا اش كنقولوا في الاشتراك الموحد؟ تنقولوا باش نوصلوا للحكم، حيت كل حزب باغي يوصل للحكم، راه ما عندها حتى معنى واحد يجي يبقى غير هذه. باش نوصلوا للحكم خصنا بالضروره تغيير ديمقراطي مسبق قبل ما نقدروا ديك الساعه نوفيو بالوعود ديالنا. وهذه الا كان هادشي نتوما ما فاهمينش مع لي زوطر بارتي بوليتيك. هادشي اللي ما فاهمينش. ملي تنجيو تنقولوا بحال دابا غنجيو غنقولوا بحال دابا خوتنا ديال الفيدراليه، زعما بكل احترام ليهم، ماشي هذه من مور الانتخابات المحليه مره اخرى كانوا كيقولوا لا حتى حنا عندنا هذا الموقف، راه خصنا نبقاو في المعارضه ما ندخلوش في التسيير. دونك علنوا على طرد ديال مجموعه ديال المناضلين اللي دخلوا التسيير، ولكن ما عمره ما طبق. وغتلقى نفس المناضلين اللي دخلوا في التسيير، مثلا كاين واحد في المعارف اللي في المكتب، كاين فهمتيني، كاين واحد في سيدي بليوط. الا هضرنا على هاد الدائره ديال انفا اللي فيها سيدي بليوط، انفا والمعارف، هما لي زيكزومبل. حنا في المعارضه. حنا غادي ندويو على القضيه ديال توحيد اليسار، وغادي نقول لك علاش، باسكو غادي لا سي لو دوزيام شابيتر اللي غادي كون ديفلوبي. غنقول لك علاش حنا اون انسيست ان توكا سور هاد لا كيسيون، باسكو نوميريكمون فون بوزي ريان سيباريمون. هادشي علاش دان بوين دو فيو بورمون استراتيجيك ديال لا استراتيجي بوليتيك، باش ما يسمى باليسار في المغرب يكون عنده
une ambition de gouverner, parce que l'objectif final, c'est effectivement واحد يوصل لسلطة مركز القرار. إلا كل واحد بقى غادي في طريقه زعما لو ريزولتا راه باين مسبقا. مي حنا اون فا ي ريفونيغ بلوتار. مي خلينا في لي ليجيسلاتيف. علاش لا سيركونسكريبسيون دونفون بور لا كانديداتور ديال عبد الله باقر؟ هي لا كانديداتور ديال عبد الله باقر هي ماشي قرار هذه، كان القرار ديال فرع اونفا راه كنفتخروا في الاشتراك الموحد زعما بواحد النظام اللي هو ديمقراطي، اللي كنعتبروا باللي كل فرع هو اللي خصو يختار وكيل لائحه. من بعد بالطبع لو غاز دي كانديدا وهذه على حسب استراتيجيه وكيفاش غتتبع، ولكن على الاقل وكيل اللائحه خص الفرع هو اللي يختار. هذا الشيء اللي كيمكننا نيت باش ندخلوا للحمله بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه، حيت ملي كيكونوا المناضلين راه اختاروا راه كيوفيو بداك الاختيار وكينخرطوا، كيكون واحد الطموح باش نوصل للغايه. دونك هذا اختيار من المناضلين ديال فرع اونفا. كاين مجموعه ديال الفروع حتى هما اللي اختاروا دابا وكلاء اللائحه. في الدار البيضاء كاينين 3 اللي معروفين من دابا اللي هما وكلاء اللائحه اللي اختاروهم الفروع ديالهم. حي حسني وعين الشق. وشكون الاعضاء اللي تختاروا؟ حميد وشعيب في الحي الحسني وعادل الشهيدي في عين الشق، اللي هما حاليا راه مستشارين في المقاطعات. لا بينا ما ترشحش، ما خصك تسولها. لا سولتها ما عنديش جواب هذا اختيار. الو سي ابو عقيل، اولا كنحيي ديك الروح الرياضيه اللي كتجعلك كتعترف بانه راه كاين فشل في 21 ياك، حيت ناس اخرين ولا احزاب اخرين تيقولوا بانه ما نقدرش نقول لو كونترير. لا ناس اخرين غادي يقول لك لا الغش كذا، شحال من واحد تيقول لا غشوا لينا وداروا لنا وبدلوا لي زورن وبدلوا الى اخره. داك الشيء غير اذا سمحتي نقاطعك. المساله ديال الغش باش نكونوا واقعيين، حتى المساله ديال الغش كاين واحد المجهود اللي نقدروا نبدلوه مثلا بالنسبه للمراقبين داخل مكاتب التصويت وهذه باش نحدوا من هذاك الغش. هذاك الشيء راه بالنسبه لي ما عندها حتى معنى نبقاو غير نقولوا لا حقا راه غشوا هذه. انا بحال دابا انا عندي معلومه باللي طاروا لينا اصوات خاصك تبرهنها. هذا الشيء اللي قلت طيروا لنا اصوات بن عبد الله والسي مهدي مزواري سا دو دير حقرونا وغشونا وداروا لينا دو كونتينيو جوي. كنعاود نقول باللي راه ماشي هذا الشيء اللي خلانا نفشلوا في هذا، راه ماشي فهمتيني، ولكن خدينا منها درس وغنوليو غنركزوا على المراقبه في داخل مكاتب التصويت، حيت عارفين باللي كاين مكاتب التصويت فيهم محاضر. دونك الا اللي قال لك عادل خاص داك الشيء خاص بالحجه. الا كان المحضر تيقول 3000 وفي الولايات تيقول غير 2000 راه وقع مشكل. كون كانت حجه كون مشيت للمحكمه. دونك ما كاينش حجج بالطبع، ولكن كتعرف شنو واقع. دابا هو كاين حاجه اللي ما عندكش حجه عليها ما غاديش تمشي ليها بالطبع، واخا. ولكن على اي نعاود نرجعوا باللي هذه، ولكن كنعاود نقول باللي راه ماشي تبرير ديال دونك نعاود نكرر نحيي هذه الروح الرياضيه. سي عبد الله، انتم اشتراكيين ياك، اشتراكي الموحد اشتراكيين. حنا عندنا واحد الساكنه اللي الجزء الاكبر منها راه شباب ياك. اور اون سي كو الشباب تيكون اشتراكي عاده، تيقول لك لا جونيس اي دو غوش. علاش ما كاين واحد الخلل ولا كاين واحد الفرق ما بين الديسكور ديالكم، الخطاب ديالكم، الافكار ديالكم، الايديولوجيا ديالكم، وكيفاش كيتلقاها الشباب؟ علاش تلقى غير واحد نائب برلماني واحد 3 4 5 في التسيير المحلي؟ علاش هذا الخطاب ديالكم ما كيوصلش سميتو الساكنه او للناخبين؟ مزيان. غنبدا بعدا اول السطر في هادشي كامل. عندك الحق، عندنا واحد الشعبيه عند الشباب وكتبان كل مره ملي كنتواصلوا معاهم، وهذه كاينه واحد النوع ديال الشعبيه ديال الافكار ديالنا، الطريقه باش كنشتغلوا عند الشباب. كاين اقبال. دابا شحال هي النسبه ديال الشباب اللي مسجله في اللوائح الانتخابيه؟ قليله بزاف. فهمتيني؟ راه اللي رهن على الشباب راه ما غاديش يمشي بعيد.
تقول بكل هذا. ولكن اللي راه عايش الشباب نفس الشعب الوقت اسمح لي حنا صعيب علينا اللي راه كموقع. عايش الشباب تيمشي كيدير حركه استباق يقبل غير انا الانتخابات غنكمل لك وكيجر هذوك الناس انا غير غنكمل لك انا غير غنكمل لك باش نكونوا هذا. طبعا عندنا مشاكل ديال التواصل، عندنا مشاكل ديال التواصل وعارفينها وكنحاولوا نعالجوها وهذه. دابا في نفس الوقت هي بكل روح رياضيه غنجي غنقول لك انا عندي مشاكل ديال التواصل، ولكن في نفس الوقت خصنا نتفاهموا ما عندناش امكانيات ماليه. قول لي وقتاش اخر مره شتي ممثل ديال الحزب الاشتراكي الموحد في التلفزه العموميه؟ اخر مره في الانتخابات ديال 21. يعني كاين تأتيم، يعني كاين واحد الكيفيه ديال كاين ما عندناش نفس الامكانيات ديال احزاب اخرى. هذا القانون اللي عندها لا ماشي القانون. القانون ما عمر ما كيقول لك لا حزب في التلفازه تيكونوا تيركزوا على الحصه اللي عندك في البرلمان. لا ما غادي يمكنش يكون عندك لو ميم طون دو بارول كو الاغاني مثلا. ماشي لو طون بارول، ما كندويش على طون بارول. كاين لو طون دو بارول كاين طون زيرو. ميديا انتوما زيرو ورحنا زيرو من غير المداخلات داخل البرلمان اللي هي اللي فيلمي. دوك ما عندك فين تحيدها. اعطيني مثال واحد ديال عضو في الاشتراك الموحد اللي مشى عرضوا عليه التلفازه المغربيه ولا دوزيام ولا هذه باش يجي يعطي في التلفازه. ما كاينش نهائيا. ولكن سي ولكن سي وانا شخصيا ماشي زيرو. اعطيني 0.1%. سي بروبورسيونيل لو بوا ديال اعطيني الاحزاب. 0.1%. اعطيني 5 دقائق في 5 سنين. اعطيني غير 5 دقائق. اعطيني 3 دابا دقائق. المشكل ديال اعطيني اللي بغيتي. ما يمكنش تعطي زيرو. المشكل ديال الحزب ما ديالكم كنقولش هكاك. كامل هو ما كيعيطوش لكم في التلفازه لا العموميه. ولكن اسمح لي راه كاين واحد الفرق كبير. غير لا شوف راه باش نتفاهموا الانتخابات راه منافسه. انتخابات منافسه. ما يمكنش تجي انا تقول لي لا حقا هذا راه عنده كيستمتع بواحد المجموعه ديال لي زافونتاج وانت ما عندك حتى شي واحد فيهم وغتمشي وغتقاتل معاه. فاش كيقربوا الانتخابات راه جميع الاحزاب كتكون كيقربوا ممثله، الانتخابات. ولكن في لي 5 ديرنيير زاني راه سي نورمال كو الاعضاء ديال الحزب ديالكم ما يكونش عندهم لامباكت ميدياتيك بحال الاحزاب الاخرى. سي نورمال باسكو عندكم نائب برلماني واحد وحده. اعطيني 1 sur 365. حنا راه عيطنا لك اليوم باش ندويو على هاد المواضيع. مزيان وراه بغيت نشكركم ولكن كنت نقول كنعاود نقول راه فوز اتا ميديا بريفي. تري بيان. تنقول راه مي لو بروبليم اي با ميدياتيك فريمون. لا حيت لو سونس دو لا كيسيون ديال هي اللي بديت بها. اوكي تري بيان. انا هي اللي بديت بها. خليك تقول هذا الشيء السي عبد الله. انا شخصيا راه سديت وكانت عندي كضيفه نبيله منيب على الاقل 2 المرات في هاد ال5 سنين اللي فات. فين؟ في التلفازه العموميه. فين؟ في التلفازه العموميه. بلا ما في ميديا صافي بغيت تدير ميديا. لا ولكن ميديا راه بوحدها حتى هي. لا هذاك الشيء اللي تنقول لك التلفازه العموميه السي عبد الله. لا on s'éloigne un petit peu du fond de la question. La question غير علاش انا جو با انسيستي لهادشي ولكن عاود سي دي دوني اللي كيتنساو. La question essentielle à mon sens اللي سول Aziz هي la déconnexion qui existe aujourd'hui entre le discours ديال الاحزاب ديال لاصاب بصفه عامه والحزب الاشتراكي الموحد بصفه خاصه و واحد الفئه كبيره من المجتمع المغربي اللي ما كيتجاوبش. اون لو فوا في لي زيليكسيون ما كيتجاوبش مع هذا لو ديسكور. علاش؟ شنو المشكل؟ حيت راه سي ان كومبا كي موني بار واحد حزب صغير واحزاب اخرى اللي كيحاولوا حتى هما كيدخلوا شويه في هذا لو كومبا باش نحاولوا نقنعوا مثلا الشباب يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه. ولكن مي اون ني با ايدي. انا كونكريتمون انا غنجي نقول لك شكون اللي هذا. راه درنا ندوه ملي كانت هذيك لا بيريود ديال جن زاد عرضنا على الشباب شفنا شنو هما هذه اون في énormément. bien sûr ce n'est pas médiatisé mais le travail de terrain n'est jamais médiatisé. باش نتفاهموا c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe. علاش انا جانسيستي سو واخا سي ان ديتاي مش كيوقع ملي كيجي كيعطيوك الكلمه لا بارول بوبليك كتجيك غير من انتخابات لانتخابات. كيشوفها المواطن العادي تيقول لك انتوما ما كتفيقوا غير وقت الانتخابات. راه ما كاينش هاد الميديا. راه كاين اسمح لي كاين العمل الحزبي راه ما يسي باس با يونيكمون في التلفازه العموميه. العمل لا فاش كنقول لك انا كونكريتمون فاش كنقول لك انا كونكريتمون المهم ماشي هو يبان. المهم ماشي هو يبان. لا انا كنسولك دابا جوستومون ماشي المهم هو يبان. المهم هو يكون فعال.
Et ce que je constate, c'est que ماشي فعال, parce que vous soyez médiatisé ou pas, العمل الحزبي راه كيدار sur le terrain. Pas besoin d'une caméra pour le médiatiser. sur le terrain. Oui, mais le sens de ma question هو هذا. شنو كديروا من 5 سنين ل 5 سنين كيف ما كتقول sur le terrain pour ne serait-ce que inciter الشباب اللي قراب idéologiquement منكم انهم يتقيدوا في اللوائح الانتخابيه ويصوتوا عليكم. Alors voilà, هنا اللي عندي دوبل بروبليم. وهذا جاي نقولها لك بكل صراحه جاي من اللي نقدر نسميه الجمهور اليساري. الجمهور اليساري ماشي بحال الفئات الاخرى. كاين ميكونتونتمون ياك عند هذا الجمهور اليساري وكاين عندك دو بوستور بوسيبل. اما كتقول داكشي اللي عطاو لينا خصنا نشدوه هذا وهي لا بوستور ديالنا. تنقول لك كاينه الامكانيه باش ندخلوا الانتخابات غندخلوا الانتخابات. كاينه امكانيه باش ناخذوا دي فونكسيون الكتيف وهذا في صعيد الانتخابات ناخذوا هذا. ولكن نكونوا واضحين الاغلبيه ديال الجمهور اليساري عندنا راه مقاطع حيت كيعتبر باللي التركيبه غير ديمقراطيه. حنا بالنسبه لينا باش كنحاولوا نقنعوهم كنقولوا اييه حنا معاكم انا معاهم نتفق معاهم. انا قطعت الانتخابات في 2011 لما ما غاديش نشارك هذا واليوم انا راه جو سوي كانديدا. قطعت الانتخابات في 2011 علاش؟ حيت كتجي واحد الوقت كتبدا دير اون كونكلوزيون كتجي كتقول واخا اعتبر بلي انا هذا كفران ما عجبانيش الحال ما هادي وإلا خرجت من اللعب شنو ربحت؟ غير يفو اتر كلير راه صعيب جدا تجي وتقاوم واحد الخطاب اللي هو عمومي اللي ما كيقولش الحقيقه. مثلا الناس كتجي كتعاود لهم باللي راه الانتخابات كتصوت على الحكومه هذا راه خطا. الا جيتي قلتي للناس راه بالتصويت ديالك انت راه عندك قرار وانت داك التصويت ديالك راه غناخذوه بعين الاعتبار ومنه غتخرج حكومه بواحد البرنامج. وهذا البلوكاج بوحدو ديال بن كيران بوحدو راه كيثبت بلي راه داكشي راه ما كاين والو. صافي هادشي كله ما عندوش اون انفلونس على الناس. كيقول لك انا علاش غنمشي لتما باش نجي انا ندخل راسي في داكشي اللي ما كيجيش. هذا حنا اش تنقولوا لا الانتخابات ما كتصوتش على الحكومه. في الانتخابات كتصوت على برنامج كتصوت على ممثلين ديال الشعب داخل مؤسسات اللي هما منتخبه باش يدافعوا عن المصالح ديال الشعب. ولكن من الانتخابات سي با فري. بيان سور كو سي فري سي با فري. لا كومبوزيسيون علاش كيفاش لا كومبوزيسيون ولا رئيس الحكومه حيت اغني جا الاول. شوف جي في لا كامباني 2016 راه درت الحمله ديال 2016 il y avait un plébiscite pour بن كيران. on n'est pas dans du même camp ما غاديش نشهدها ولكن نقول لك بكل صراحه il y avait une mobilisation un plébiscite pour بن كيران. ما خليتيش يولي رئيس الحكومه ضربتي داكشي كله في الزيرو ما بقاتش الحكومه خارجه من الانتخابات. ما بقيناش لازم غادي نخرجوا من هذا لا دابا انا كنفهم ندوي على لا واسمح لي سي اون فيكسيون اختيار شعبي اختيار شعبي صافي 20 مينوت كو بدينا هذا الحوار. اسكو جو ريمارك سي كو انا كنحاول نسولك على البي اس وي وكدوي لي على بن كيران لا كندوي لك على لو كونتكست. وي مي تري بيان لو كونتكست سي بيان مي سي سا دوفيان لو فون دو لا ديسكوسيون. دابا ملي سولتيني بحال دابا سولتيني علاش ما كتستطيعوش نتوما تقنعوا هذه بعدا اول حاجه راه سني با فري. كنحاولوا ما امكن وكنجيبوا مجموعه ديال الشباب يسجلوا. فمك قلتيها حنايا في القياده. اسمح لي انت قلتي با سوفيزون. لا اسمح لي انت قلتي بفمك حنا كنامنوا بان خصنا نشاركوا في الانتخابات ولكن عندنا واحد الجمهور يساري جو ريبرون فو تيرم اللي ما كيامنش بهذا الشيء. وي دونك il y a une déconnexion entre le discours ديالكم ou le public premier auquel vous vous adressez. Partiel. Parce que quand on s'adresse au public de gauche, on lui explique justement qu'il ne faut pas rentrer avec la propagande qui consiste à dire que les élections produisent un gouvernement. Les élections chauffent. Les élections, elles produisent des représentants du peuple. D'accord ? Pour l'instant, vous en avez un. Et pour l'instant, vous en avez un. Et pour l'instant, nous n'en avons qu'un. Nous souhaitons très clairement une représentante seulement et nous souhaitons bien sûr améliorer notre score. Mais on ne va pas mentir aux gens.
هذا هو الفرق. واخا ندويو على توحيد اليسار. ندويو على توحيد اليسار. On a reçu dernièrement السي نبيل بن عبد الله ديال البي بي اس والسي مهدي مزواري من اليو اس اف بي وكنا كنسولوهم اشاك فوا دو possibilité ديال un programme commun ou un projet commun ou des listes communes avec d'autres formations politiques. Les deux étaient favorables à cette idée. Donc, أنا نسولك نفس السؤال واش نتوما au niveau du PSU من غير حيد ديك الأحزاب ديال الفيدراليات اليسار واش عندكم شي تصور ديال une coalition élargie مع جميع الأحزاب اليسارية في المغرب que ce soit في هذه الانتخابات ولا في à court moyen terme. هي l'idée d'une coalition élargie. وهادشي ديال توحيد اليسار عندنا نقاش داخل الحزب. داخل الحزب كاين مجموعه ديال الناس اللي كيعتبروا باللي هذا هو المسار اللي خصنا نمشيو ليه وناس اخرين باش نكون صريح واضح منهم انا اللي قدامكم اليوم ما كنامنوش بهذا الخط هذا. علاش ما كنامنوش بهذا الخط هذا؟ حيت المشكل اللي عندنا هو المشكل اللي كيفرق ما بين الاحزاب ديال اليسار هي الاستراتيجيه السياسيه. نقدر نجي نقول باللي الغايه يعني العداله الاجتماعيه اكثر ديمقراطيه وهذه الغايه يمكن تكون مقاربه. هذه ماشي مشكل والناس برا كتبان لهم باللي راه عندكم نفس الاهداف واخا ولكن واش هاد نفس الاهداف عندنا نفس الطريقه او نفس التصور ديال كيفاش غنوصلوا لهم. انا نعطيك هذه في كل مره درنا وحدنا الصفوف ودخلنا الانتخابات واخا نقولوا غير هي الفيدراليه ولا هذا ولا الاحزاب اللي كيكونوا الفيدراليه. نهار اللي كنوصلوا للمؤسسه البي اس يو كيبقى في المعارضه واخا كلشي كيسلت. كيفاش غتشرح للناس ياك بلي داخلين صف واحد ولكن ديك الساعه ملي نوصلوا كل واحد غيشوف مصلحته فين كاينه؟ ما يمكنش. هذه هي اللي تنعاود نقول راه اهم حاجه بالنسبه لي هي المصداقيه ديال العمل السياسي. الى مشينا دخلنا في هذيك اللعبه ديال ما كندويوش بصراحه مع المواطن. تنقول ليه لا حقا وراه نلول لك داكشي ونقول لك راه كاينه وحده اليسار وراه غنوصلوا غنديروا هذه وغدا غير يلاه دخلتي للبرلمان. هادشي راه وقعت هادشي راه وقع في 2007 كانوا لوائح ديال اليسار طلعوا 5 ديال النواب البرلمانيين ما كملش حتى الدخول البرلماني 2 مشاو للجروب ديال الاتحاد الاشتراكي بقاو 3 بي اس بوحدهم كيشوف. يعني واحد الوقت فهمتي الا ما تعلمناش من اخطاء الماضي واخطاء الماضي هي هذه المساله. حيت انا ديما راه كاين فرق كبير ما بين توحيد اليسار من ناحيه ديال البرنامج او المشروع من ناحيه ديال الاستراتيجيه السياسيه من ناحيه ديال هذه. اليوم دابا يجي يقول لك اي واحد راه توحيد اليسار راه زوين. دازو دابا 5 سنين تقريبا وصلنا تقريبا 5 سنين ياك ديال لا ليجيسلاتور ديال هذا البرلمان. شتي شي حاجه اللي هزوها 3 ولا 4 ديال الاحزاب اليساريه وقدموها للبرلمان؟ وراه هادشي دوز التساؤل اللي كنسولوا. دونك راه كيفاش غتجي تدوي على توحيد اليسار اليوم ملي ما كايناش حتى ان ديبي دو كورديناسيون من ناحيه ديال لي بروبوزيسيون. جوستومون المشكل وعلاش ما كتفاهموش مع بعضياتكم الوغ كو عندكم واخا الاستراتيجيه السياسيه واقيلا اللي با لا ميم ولكن عندكم دي بو ايديولوجيك. تاريخ المسار السياسي تاريخي. البي اس يو جاي من منظمه العمل ياك ديال بن سعيد. ني دخل ني تأسس هذا ني تأسست الحكومه ديال اليوسي منظمه العمل ما دخلاتش. داك الوقت كانت الكتله كان الاتحاد الاشتراكي والبي بي اس هما قرروا يشاركوا في الحكومه. منظمه العمل خدات مسار اخر. هذا المسار اللي بيناتنا راه الى يومنا هذا راه مسار اللي هو
عنده معنى استراتيجيه. هذه علاش انت نقول لك انا راه الموقف ديال البي اس يو راه ديما كان اللي ما جاي من منظمه العمل الى اليوم كتقول الا ما كانتش ديمقراطيه ما يمكنليش انا ندخل للعمل الحكومي، ما يمكنليش انا ندخل في التسيير حيت غنجي غنكذب على الناس. انا فاش كتطرح هذاك السؤال ديال الدجاجه والبيضه شكون اللي سبق، نتوما كتقولوا الا ما كانش ديمقراطيه ما غادي ندخلوش للسيستم، والمنطق تيقول لك السيستم الا كان فيه نفرضوا كاين فيه خلل وغادي يكون فيه بدون شك خلل يمكن ليه يتغير من الداخل. كاين واحد التناقض عندكم، هما كتمشيو لموقع القرار في المحلي ولكن كترفضوا تدخلوا الموقع القرار في الوطني. وكون الا حاولتوا بالاغلبيه باش تكونوا في موقع القرار. دونك مشيتوا بالاغلبيه اش غدير؟ غتقول للناس لا ما ندخلش. يمكن الخلل كاين عندكم السي عبد الله يمكن الخلل كاين في التقييم ديال هذاك الخلل. هو هذاك واش المشكل كاين في العمليه الديمقراطيه او المشكل كاين في هذا الخطاب ديال اليسار. ملي كنشوفوا بانه نتوما كتقنعوا تقريبا 60,000 واحد 60,000 ناخب 60,000 ناخب ما كاملاش 1% من الناخبه المغربيه. الى تحتوا مع الاتحاد مع البي بي اس يمكن غادي تكونوا قانعين تقنعوا اكثر عدد اكبر ديال الناس، ويمكن يمكن يكون عندكم واحد الفرصه اقوى باش تدخلوا سميتو القرار. اما الا بقيتوا في الاول تقولوا حنا راه ما عندنا شيء، حنا راه ما كاينه شيء، وراه قلتي واحد الكلمه بتغيير الديمقراطيه. شنو هي تغيير الديمقراطيه؟ شنو هي كذا؟ كنبقاو كنديروا في واحد الدائره مفرغه اللي ما كنخرجوش منها. هذا كيعني بانه الناس ما غادي يمكن عليها من الناس ما كيمشيوش يصوتوا عليكم السي عبد الله لانه الديسكور ديالكم ما مفهومش. عبد الله باقي انا شوف تنقول انا بالنسبه لي انا الديسكور ديالنا راه واضح. انت قلتيها راه خدينا التسيير مثلا في بعض الجماعات ياك الا جا الشعب هو وضعنا حنا الوالا بالطبع غنتحملوا المسؤوليه، ولكن باش نجي نكمل الواحد اللي ما عندوش تصور هو ديمقراطي اصلا باش غنفيد كتقول لي الا جمعنا هذه مع هذه ما متفقش معك. انا ما متفقش معك نهائيا. غدا ندير تحالف يساري واسع مع الاتحاد الاشتراكي ومع البي بي اس ومع هذا. شوف اللائحه ديال البرلمانيين ديال الاتحاد الاشتراكي وديال البي بي اس وحسب لي شحال كاين من اعيان. واش ماشي غنشوه؟ غنجي غنقول لك انا باللي في الدائره فلانيه واحد مول الشكاره ملون الاتحاد الاشتراكي انا غنجي غندعم بالمواقف ديالنا. الخلاصه سكو نتوما مامنين بهذه الاستراتيجيه ديالكم ديال التحالفات مع احزاب يساريه اخرى الا ما كانتش عندها واحد لو سوكل كومان اللي تكونوا فاهمين عليه جميع ميم سي لي ريزولتا نو سون با لا مي نتوما امنين بهذه القضيه. لا كيسون تري سامبل لونيون دو لا غوش سي با اون بريوريتي بور فو. ماشي غير سي با اون بريوريتي. انا غير غنزيدك واحد القضيه. هاد لا كونكلوزيون باللي لونيون دو لا غوش هي اللي كتجيب لك الاصوات سي فو. C'est faux. Vous ne pouvez pas allier les contraires. Comme l'exemple اللي عطيتك. C'est vrai que c'est pas automatique. Le public du PSU va voter pour Moulchkara. Il va pas le faire. La seule chose que ça va faire, c'est éliminer فهمتيني. المشكله يبقى في التعريف ديال On va parler de la ville de Casablanca. On va parler de la ville de Casablanca puisque si Abdallah Baqil vous êtes membre du conseil de la ville. Absolument. Donc une expérience de شحال 5 سنين دابا ولا واصله ل 5 سنين. Bon, Dar Beda زوينه وخايبه en même temps. Dar Beda elle se développe, on le voit d'ailleurs dans certains quartiers, il y a des choses qui se font. Mais Dar Beda باقا chaotique. Dar Beda فيها بزاف ديال المشاكل ديال l'urbanisme, ديال الترانسبور, ديال Au niveau du conseil de la ville, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se font les choses de l'intérieur. Ou le bilan, l'INTA, en tant que membre du conseil de la ville, vous faites de les dernières années et de la situation اللي فيها الدار بيضاء اليوم. شنو هو le bilan ديالكم؟ Alors, بالنسبة لي, il y a un double bilan. Parce que là, il y a le conseil de la ville, effectivement, je suis membre du conseil de la ville, mais à travers mon élection aussi في مجلس ديال المقاطعات المعارف. L'expérience par exemple في المعارف est très positive بالنسبة لنا. Nous sommes dans une opposition très constructive. On discute
très librement le bureau en place et on arrive à mettre en place des projets ديالنا في المعارف. Le nouvel an à Mazir, derrière l'idée, il y a énormément de choses. Et avec un minimum de dialogue et de rapprochement autour de l'intérêt général, on arrive à Hadi. Et je rends hommage aussi aux membres du bureau de la majorité qui laissent faire, qui donnent cette possibilité-là. دابا إلا طلعنا لمجلس المدينة بيان لا سيتواسيون لا انا كنسولك على مجلس المدينه هو جاي دابا ديال مجلس المدينه والرئاسه ديال نبيل الرميلي بوغ اتر بلو كلير. لا انا بالنسبه لي شوف سي تري سامبل. كاين واحد السياق اللي غادي ليه لي زيدو لوكو افيك توت لا بون فولونتي كيزون. انا غنكون معاك صريح. جي تروفي في مجلس المدينه ياك كتعاود الحسابات ديالك حتى بالنسبه للموالين الشكاره باش نكونوا ما كدافع لا زعما لا تنقول لك كيفاش كتبدل زعما هادي سي كو في مجلس المدينه ما لقيت تقريبا لا كازي توتاليتي ديال الاعضاء ديال مجلس المدينه قلبهم على المدينه. صح القضيه ما كاينش شي حاجه اللي هي سينيك ولا هذا. باغ كونتر المشكل اللي كاين هما ضعاف. Ça veut dire que جايين من سنين ضعاف من الناحيه ديال كاينه واحد لا فراجيليتي بالطريقه باش طلعوا بزاف ديال الحوايج. كاين اللي تقولوا اللي فرشوا العجينه راه ماشي حر في راسو ما عنده هذه جاب الكيران هذه اللي راه سي ان فيت ماشي حر زعما il ne peut pas être indépendant. اوكي هذا le manque d'indépendance conduit très souvent à ce que des décisions اللي جايين من الفوق اللي جايين من الرباط concernant الدار البيضاء كيدوزوا وكلشي كيدوزهم كيدير كيحضر راسو وان بريفي كلشي كيقول لك هادشي كارثي. هذا القرار كارثي وما عنده ثمن وما عنده فين يطلع ويدير. نعطيك ان اكزومبل تري سامبل غير لا جيستيون ديال الدونار ديال الستاد راه حماق une gestion كارثيه de la part de la SDL ومن بعدها انت عطيتيها لهادو سميتهم Sonargès ومن بعد حيتيها داكشي لا علاقه عنده. En parlant de d'honneur d'ailleurs, certains estiment que le stade doit être fermé, Faust Kaza il doit être délocalisé à la périphérie de Dar Beida. Vous êtes pour ou contre? Je suis contre. Absolument contre. Parce que d'abord, الحاجه اللي كنساوها à chaque fois qu'on parle de ce stade, c'est un monument historique, un patrimoine. C'est un patrimoine. On est en train de parler d'un patrimoine, c'est-à-dire qu'Edji, on est là, on est en train de parler tranquillement d'un projet qui consiste à priver Casa de son identité pour aligner les immeubles les uns après les autres. Parce que j'ai eu c'est pas une question لا باش نكون واضحين انا نكون واضح معاك. C'est pas juste une question de raser le terrain pour mettre des immeubles. Non, c'est une question de gestion sécuritaire des matchs parce que à chaque fois كيكون شي ماتش ديال الرجاء ولا الوداد la zone en tout cas ديال المعارف كلها est quasiment quadrillée. والله يحفظ parfois tu as des affrontements بين les supporters. C'est pour ça que certains combien de fois mais c'est pas tout le temps. ولكن ديما عندك هاد المشاكل. داكشي علاش بعض الناس ماشي انا بعض الناس كيقولوا بلا الدار البيضاء ماشي مؤهله باش يكون عندها واحد التيران وسط الدار البيضاء بور جيري او ميو لي ماتش دو فوت. ولكن دابا اش غدير للناس باسكو راه لو ستاد سكون اوبلي اوسي راه il est plein c'est peut-être le seul stade في المغرب اللي كيعمر. C'est-à-dire وانا زعما ديال الرباط يمكن ماشي الجديد هذا ولكن شوف دير مقارنه والله الا راه ça va être très clair au niveau des chiffres. C'est le stade qui remplit le plus. في البطوله في كوب دافريك في هذه وداكشي سي لو ستاد كي رامبلي لو بلوس. واخا نخرجوا من الستاد ارجع للبيلون ديال لا جيستيون ديال الدار البيضاء. انا دابا لا كيسيون انيسيال ديالي هو كانت هي هادي شنو لو بيلون ديالك. أنا le bilan d'Yali, c'est que la majorité actuelle a fait ce qu'elle a pu. Les moyens d'Yalha, le mindset d'Yalha, بالطريقة ديالها هادي, c'est-à-dire d'être une gestion, disons ديال شكون اللي مسير هاد المدينة؟ واش مسيرها مجلس المدينة أو الولاية؟ ياك نجيك أنا بصراحة الولاية هذا هو الواقع. حيت ما كتجي تحركات بزاف ملي تغير الوالي. دابا المشكل ديال التحرك ما كيجي الوالي. شوف انا ديما تنقول كاين واحد الحيف اللي عندنا فيه مشكل كبير حتى في لا كومونيكاسيون بيناتنا. انا كنامن بحاجه اللي هي
المصلحه ديال المدينه خصها تجي من مواليها. يعني طريقه باش الناس باش المدينه خصها تمشي وتسير خصها تجي من مواليها. صافي احنا بيضاوه وغادي كنعرفوا بلي هذا راه خصو يبقى، هذا راه ماشي نقدروا نناقشوا ستاد دونور واش خصو يجلس ما يجلسش. غنعرفوا كيفاش هذا غنعرفوا كيفاش ندبروه. دابا ولينا كنعتبروا بلي ملي كتكون حركيه زعما ما كنشوفوش النتيجه، كنقولوا القضيه راه ولات كتحرك مزيان، ولكن شنو جابت؟ شنو هي الفائده بالنسبه للبيضاوه؟ ما كايناش. Abdallah Baqi, vice-secrétaire général du PSU, élu au Conseil de la ville de Casablanca et candidat pour les prochaines élections législatives au niveau de la circonscription d'Anfa. Il y a que c'est ça. C'est ça, absolument. Shukran ala qabul Merci. ad-da'wa, merci beaucoup et à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci à vous. On va Merci, rester Shukran. ensemble pour la suite de cette émission. Juste après la pause, on se retrouve tout de suite. Suite et fin du 12-13 de Média 24, toujours avec Aziz Bousta que l'on retrouve pour la chronique hebdomadaire. C'est l'heure de l'œil de Aziz Bousta. Alors Aziz, de quoi as-tu décidé de nous parler cette semaine? Eh bien, je vais te parler de la CAN, une finale qui n'en finit pas. Voilà. Parce que le foot n'est pas qu'un sport. Au mieux, il est entre autres chose, un sport. Quand on remplit des stades de plusieurs dizaines de milliers de personnes, quand on organise des transmissions télé pour capter l'attention de plusieurs millions, voire dizaines, voire même centaines de millions de téléspectateurs, quand des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues, klaxonnent, dansent et festoient bruyamment, quand on voit tout ça, on comprend que le foot n'est pas vraiment une simple question de foot et de sport. La chose est éminemment politique. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, Aziz. Mais toi, qu'est-ce qui te fait arriver à cette conclusion? Est-ce que tu as déjà entendu parler, Aziz, de la guerre du foot? La guerre du foot? Ouais. On a eu la guerre de 100 ans pour les questions dynastiques en Europe, au Moyen-Âge tardif, ça, on le sait. Mais sais-tu qu'il y a eu aussi la guerre des senteurs? Pas des 100 ans, senteurs, heureusement d'ailleurs. Ce conflit a opposé en 69 le Salvador et le Honduras. Les deux pays avaient certes bien des contentieux territoriaux et communautaires, mais le football fut le catalyseur de l'animosité et le déclencheur du conflit. Après une série de matchs émaillés de troubles et de violence, l'implacable enchaînement des attaques et contre-attaques s'enclenche et c'est la guerre. 100 heures de combat, aviation, artillerie, blindés, la totale, quoi. 3000 morts, 15 000 blessés, près de 500 000 déplacés des deux côtés. Cette affaire montre, s'il en était encore besoin, que le football est éminemment politique. Oh, bien entendu, je ne parle pas du Maroc ou du Sénégal, on y est très loin, on n'y sera jamais. Mais ça n'enlève rien à la réalité que le football est éminemment politique. Alors, politique en excluant la Russie des Coupes du Monde et des JO, donc du foot des JO. Politique en plaçant Israël dans la Coupe d'Europe et non d'Asie. On voit mal les joueurs israéliens s'opposer aux Saoudiens, aux Iraniens, aux Anglais. Politique quand on voit les voisins algériens faire de chaque match une affaire d'État. Politique quand on sait que Gianni Infantino a pratiquement rang de chef d'État et que les chefs d'État assistent et aiment voir et être vus en sa compagnie dans des stades emplis de peuples enchantés. Politique quand on voit un joueur certes talentueux devenir chef de l'État comme George Weah au Libéria, qui a eu d'ailleurs l'élégance et la conscience de ne pas résister à sa défaite électorale, alors même qu'il était président sortant. Politique, quand on voit en 2018 le président américain monter en personne au créneau et dégainer ses menaces pour assurer l'attribution du Mondial 2026 à son pays et à ses deux voisins. Ça a marché en plus. Et ça avait marché, mais c'est éminemment politique. Politique est donc le foot, et en conséquence de politique, il devient forcément peu éthique. Pourquoi peu éthique? Il y a pourtant des règles qui régissent le jeu et alors, le foot. Oui, Azil, mais on dit, tu connais bien l'adage, quand la politique entre dans les prétoires, la justice en sort. Et que tu connais bien ça. Eh bien, on peut paraphraser cette maxime pour l'adapter au foot. Quand l'argent se déverse sur le terrain, il ne laisse plus beaucoup de place au foot. Il est loin de temps où les footballeurs jouent avec leur unique talent, ne comptant que sur leur force physique et mentale. Il est loin et même révolu ce temps. Aujourd'hui, le sommeil est chronométré, la nourriture est calibrée, le temps libre est soigneusement programmé, les équipements sont d'une technicité inégalable et d'une précision anatomique. Ce ne sont plus des joueurs de foot, ce sont des machines de grande précision et de haute performance, qui coûtent cher, très cher, comme tout outil de production de grande valeur. Avant, le foot était un sport populaire où les peuples de villes, de pays ou de continents se rencontraient, regardaient les leurs jouer, s'enflammer, s'égosiller, puis se féliciter
ou se consoler. Aujourd'hui, qui peut encore vraiment aspirer à assister à un match de foot quand il relève de la classe moyenne, caractérisée, comme on sait, par peu de moyens. Tout ça, c'est bien, mais c'est quoi le rapport avec la finale de la CAN? De la politique, de la conflictualité, de l'argent, le cocktail dans son ensemble, le tout aggravé ou plutôt favorisé par une certaine niaiserie marocaine. Il faut bien le dire, nous étions heureux de recevoir le Gotha du foot africain, le gratin de ce sport dans le monde. Nous étions comblés en exposant nos infrastructures au monde. Nous étions fiers de montrer nos capacités d'organisation et d'accueil, en plus de nos talents en foot. Nous étions enchantés de pouvoir dire à partir du Maroc bonjour à l'Afrique et à partir de l'Afrique bonjour au monde. Nous étions ravis d'offrir à notre continent cette belle fête continentale. Mais nous n'avons pas compris que certaines équipes faisaient de cette compétition, de ce trophée une raison d'être. Ceux qui voulaient réduire le succès du Maroc, ceux qui voulaient créer de l'incident, ceux qui voulaient tout faire individuellement pour que rien ne puisse être fait collectivement, ceux qui râlaient, ceux qui rageaient, ceux qui ramaient. Étonnant Sénégal quand même. Nous voulions tous brandir, eux et nous, ce trophée quelques jours, quelques mois, mais pas au prix de mettre en péril des réalités pluriséculaires. Mais maintenant, la chose a pris une autre dimension, inédite, extraordinaire, quasiment impensable. 2 mois après la fin de la CAN, on ne connaît pas encore le nom du vainqueur. Ah si, moi je le connais. Une fois, c'est le Sénégal qui a ses arguments. Oui. Une autre, c'est le Maroc qui a ses preuves. Personne ne peut dire qui est vraiment le vainqueur. Même si on en a une idée. On en a tous une idée. Si on en a une idée, on est bien d'accord là-dessus. Alors, ça s'est produit dans le passé, contester un résultat. Voire même voir le résultat changer. Mais pas comme ça, pas à ce niveau. Pas avec tant d'évidence, de silence et de manigance. Avec la baisse, qu'est-ce qui arrive au juste? Tout ça pour un ballon de 450 grammes, tout en cuir et rond. Maintenant, ce sont des gens hors d'Afrique qui décideront de qui est la meilleure équipe africaine. Ce sont des non-africains qui établiront une jurisprudence africaine. Le paradoxe d'une compétition qui s'est faite à des normes mondiales, qui a cafouillé dans ses règlements africains et qui sera scellée par des juges non-africains. Et maintenant, voilà à quoi nous allons arriver. La meilleure CAN de foot en Afrique n'aura pas de vainqueur en football. Si le Sénégal l'emporte finalement, ce sera pour raison politique. Et si le Maroc est maintenu champion, ce sera par décision judiciaire. Quant au foot, après avoir brillé après 30 jours de merveilleuse CAN, son ballon a explosé un soir du 19 janvier et ses innombrables débris se sont éparpillés au-dessus du stade, puis ont survolé la ville et ensuite le pays et se sont étendus dans un immense nuage au-dessus du continent, laissant un petit goût d'amertume à tous ceux qui ont touché. On verra bien. C'était l'œil de Aziz Bousta. Merci beaucoup Aziz et à la semaine prochaine. Si tu as un doute sur l'identité du vainqueur de la CAN 2025, tu es le seul sur ce le problème, c'est que moi ou toi, on a un doute, mais c'est pas nous les décideurs. Mais bien sûr, nous la méritons et nous sommes actuellement champions d'Afrique. Merci beaucoup Aziz et à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine sur Média 24 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, tous les jeudis à midi pour le 12-13.